Assalamu alaikum, bonsoir, c'est votre frère Massanta, Binte de Massanta. Ali Jaffa Ndambaro Doni, sur 2 ou 3 points, Inch'Allah, qu'on a vu de yen à la main, Nimbattu là, quand il faut qu'il me fourni comme ça, tango de Madoya quoi, parce que Molbra plein trop, qualité, Covid Kajam. D'accord. Pour ça, dans ce petit direct, je reviendrai un peu sur la plume de notre excellence Tibou Kamara, parce que Marafagnan, ce sont des plumes qui nous orientent et par fini aussi qui nous donnent une idée par rapport à beaucoup de choses. Et deuxièmement aussi, M. Keita a fait une plume par rapport à une situation que j'ai eu à montrer hier sur ma page. Quand vous voyez les trains là, sur lesquels ils ont mentionné le nom des villages, des individus qui ne sont pas du tout légaux dans ce pays-là, il y a quoi se poser plusieurs questions. Mon amour, comment vas-tu? Mariamba, comment vas-tu? Et mon cœur au plus. Troisièmement, et je pense que je commencerai par ça. Les 1 milliard de dollars réclamés par cette compagnie, par cette société, ce qui est légitime, ce qui est légal. Cette compagnie minière qui était installée bonnement entre Fria et quelque part là-bas, ne réclame pas les 1 milliard à Mamadi Doumbouya. Mais vous allez voir les documents, les 1 milliard sont réclamés à notre pays. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Paul, comment vas-tu? C'est-à-dire, quand vous virez une compagnie sans motif, quand vous résiliez les contrats des sociétés minières, demandez à tous les intellectuels. Et quand on ne peut pas se lever un beau matin comme ça, là, on résume le contrat minier. Demandez à tous les intellectuels, même le président Alpha Condé. Vous avez vu qu'il a pris des avocats. Il avait pris des avocats. Il avait pris... il s'est battu. D'accord, d'accord. Merci mon ami. Oui, il a parfaitement raison. Oui, mon ami a raison. Ça, j'ai compris. Le procès Fakonde s'est battu pour que, à travers des avocats, pour nous éviter des arts de situation, des problèmes qu'on s'est mis dedans là. Ce que vous ne savez pas, c'est que les compagnies minières sont cotées aux États-Unis ici là. Ce sont nos cours ici, les cours fédérales aux États-Unis ici là, qui cotent, c'est-à-dire qui surveillent les compagnies minières, qui surveillent les transactions minières, qui surveillent, c'est-à-dire tout ce qui est coté au niveau mine là, ça varie dans le dollar. Maintenant, on s'est levé un beau matin comme ça là. Nous avons résolu le contrat. Selon lui, les compagnies minières là ne respectent pas les cahiers de charges. Selon lui, les compagnies minières là ont fauté. Les compagnies minières là n'ont pas respecté les clauses des contrats signés entre ces compagnies et l'État. Parce que les compagnies n'ont pas signé entre elles et Mamadi Doumbouya. C'est entre elles et l'État. C'est-à-dire l'État, la République de Guinée. C'est pas si vous comprenez un peu. Mais lui, dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire mentir aux Guinéens, dans l'exercice de ses fonctions, tromper les Guinéens, dans l'exercice de ses fonctions, mettre son doigt dans les yeux des Guinéens, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont trouvé des arguments pour dire non. Vous avez vu ce que Jeune Afrique avait mentionné, une purge dans les mines guinéennes. C'est ça même mon frère Thierry Robari, Wallah, qui a parfaitement. Donc on ne se lève pas comme ça, et puis, paf, on résout les contrats. Voilà maintenant, notre situation est arrivée aux États-Unis ici là. Notre problème, nos situations là, ce qui concerne cette résiliation de contrat là, s'est retrouvé ici
dans un bureau fédéral. Notre situation là s'est retrouvée ici dans les mains des juges aux États-Unis. Ceux qui ont duré ici là, ils connaissent les salous, les grands verts, le bureau, et ils connaissent comment ça fonctionne. Ils vont lire comme ça là. Non, réduit le contrat parce que la France te supporte, parce que la France te sponsorise. Hein? Mais ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est l'argument principal. Je dis bien, dans ce petit débat-là, c'est ce qui a été dit lorsque cette Cour fédérale a émis ces documents-là. Et qu'est-ce que votre gouvernement nous dit? Le gouvernement dit que cette compagnie est illégalement installée en Guinée. Écoutez très bien, que cette compagnie est illégalement installée en Guinée. Amusement à part, donnez-moi le nom d'un pays où une compagnie peut se lever comme ça, venir s'installer d'elle-même, si ce n'est pas du blabla, entre Dieu et vous. C'est maintenant là, ils sont en train de voir, parce qu'ils sont en train c'est-à-dire ils ont senti la situation, parce que ce n'est pas Doumbouya qui va rembourser ce montant-là. C'est l'État. Et si tu entends l'État, c'est le contribuable. Et si tu entends le contribuable, c'est le peuple. Et Allahu Akbar. Comment le système là fonctionne. D'accord, Ouri, merci beaucoup, Ouri, on est ensemble. Aya expliqué mon nous avons une dette comme ça, la rembourser 1 milliard. Vous avez vu cette dette cachée au Sénégal. Le FMI et le gouvernement Guillaume Faye, là, ils ont tout fait. Ils se tirent pour avoir des financements. Le FMI veut coûte que coûte introduire le remboursement de cette dette cachée là, de Macky Sall. Et le gouvernement dit qu'ils ne sont pas responsables de ça. C'est là-bas là, le problème. À l'Union Samana qui est le FMI dit qu'il ne finance pas. Il faut que le gouvernement là, que l'État ait une continuité. Il faut que l'État sénégalais accepte qu'on introduit cette dette cachée là dans le paiement, dans le remboursement. Voilà le problème. On parle d'1 milliard de dollars à rembourser un jour. Après Mamadi Doumbouya, ils vont forcément imposer au prochain président. Non, non, monsieur le président, nous voulons vous aider. C'est comme le président Fakonde. Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, vous êtes démocratique, nous sommes contents. Nous voulons travailler avec vous. Mais monsieur le président, voici. Allez les tirer, regardez, voilà ce que votre pays doit. Et pourtant, ce n'est pas Alpha Condé qui a dirigé les transitions. Mais ce que les transitions là ont pris comme dette là, qui a remboursé? C'est Alpha Condé. Qui avait remboursé les dettes? L'argent distribué, c'était qui? Bon, voilà un intellectuel qui parle. Merci beaucoup mon frère Diallo Moumou. Il y a des pénalités toutes là-bas. Accompagné. Indemnité au père. Non, si on met, ça va aller jusqu'à 1 milliard et 200 millions de dollars. Et pourtant, vous allez payer. Vous allez payer. Sarakata, la face, Rani. Anamaouri, comment vas-tu? Ma soeur. Vous allez payer. Mais ce qui me touche, ce qui me concerne, c'est lorsque l'État dit que les gens là se sont installés illégalement dans ce pays-là. Alors, si les gens là se sont installés illégalement dans ce pays-là, pourquoi alors aller arriver au pouvoir en 2021? Pourquoi ils ont pris les taxes avec eux? Si les gens là sont illégalement installés dans ce pays-là, pourquoi en 2022 ils ont versé? Parce que selon le rapport, selon le document mentionné par le juge, c'est que le gouvernement a pris avec cette société comme taxe de plus de 67 millions de dollars. Moi, je ne parlerai pas de l'impact de ces recettes minières sur la Guinée. Non, ça, c'est pas mon problème. Je m'exprime par rapport à cette dette-là. C'est ça mon problème. Elle va très bien, Adamaouri. C'est ça mon problème. Parce que c'est mentionné qu'ils ont versé plus de 60 millions de dollars comme taxe à Mamadi.
Mais quand vous regardez ce pays-là, montrez-moi là où ils ont mis les 60 millions de dollars. Montrez-moi, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont perçu les recettes. Et c'est que, vous avez vu que ce sont des documents cachés. L'Indien l'a fourni, hein? L'Indien a fourni des documents, des détails par rapport au versement d'argent. Ils ont tout déposé. C'est-à-dire, lui, il pense que tout est amusement, quoi. Il pense que tout est amusement. L'Indien, là, le patron a tout versé. Les détails des versements, ils ont tout détaillé. Les taxes qu'il payait à Mamadi, l'assistance, et puis les documents, ce qui maintenait dans ça là aussi, le second point, c'est que la demande du ministère du budget, des finances, qui demande des avances, tout est documenté et remis au juge. Vous pensez que le gars là va perdre? Il ne va pas perdre. Il aura son argent. Il demande pour dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Ça, c'est le côté dommages et intérêts. Mais l'autre là, les gens disent que pourquoi ils ont continué à travailler avec l'État lorsqu'ils se sont sentis menacés. Ça, c'est un autre facteur. Mais le dommage et intérêt là, hein, ça, ils demandent 1 milliard de dollars. Et croyez-moi que nous allons rembourser cet argent. Croyez-moi. Parce que c'est ça ma question. Aidez-moi à comprendre. C'est ça là que c'est ce que mon frère Diallo Noumou aussi se pose. Comment est-ce que vous pouvez, vous avez continué à prendre, hein, vous avez pris de l'argent avec cette compagnie. Vous avez pris de l'argent avec cette société. En 2022, 2021 même ils ont payé. 2022 ils ont payé. 2023 ils ont payé. 2024 ils ont payé. C'est après avoir payé les taxes de 2024 là que le gouvernement a commencé à dire non, vous n'avez pas mis la raffinerie. Parce que pour la question de raffinerie, les gens ont voulu donner les explications. On dit non, vous ne mettez pas la raffinerie. Voilà ce qui va arriver. Merci mon frère Karim Sow. À bel outil. Donc préparez-vous, attachez la ceinture, vous avez 1 milliard à payer. Soit vous le dégagez là-bas, parce que je voulais m'adresser même aux militaires par rapport à ce point-là. Chers soldats, vous savez, dans l'affaire de remboursement d'argent là, si cela peut impacter la Guinée, cela impactera de plus les militaires que les autres. On sait ça. Parce que si l'État veut rembourser les dettes là, l'État serre les ceintures au niveau de l'armée et au niveau des infrastructures routières. Voilà pourquoi s'endetter, c'est pas bon. Parce que quand un État est endetté là, un État est endetté, vous ne verrez pas de financement dans les infrastructures. C'est ça le problème. L'État va se mettre d'abord à payer les fonctionnaires, à maintenir le minimum vital, c'est tout. Voilà pourquoi les gens là ne mesurent pas les conséquences. Au moins, si on voyait l'impact de ces recettes minières dans les activités de la population, on pouvait comprendre. Mais montrez-moi un financement direct des recettes minières comme ce gars avait fait Kassori, Anaïm. C'est ce que l'imam de l'ABM m'avait demandé une fois à la chose, à Idi Amin. Il dit quand est-ce que les financements vont recommencer, d'Anaïm et autres. Et Idi Amin avait dit que oui, ça arrive. Merci, M. Keita, pour les toi, que ça arrive. Donc, Nima Nyaye, c'est que Alou Sorasilou, c'est là-bas nous allons couper, là-bas, au niveau de votre argent. Doboto et forcément. Doboto et voilà, nous vous demandons de faire une... C'est ce que l'autre, mon grand frère, Lamine Condé disait. Non, mais Lamine Condé, il vous demande de venir au secours du peuple. Venez au secours. Vous avez vu Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Madagascar. C'est-à-dire, c'est l'armée. C'est l'armée. Pas là, quand les gendarmes et les policiers ont maté, ont fait des dégâts. Aujourd'hui, là, c'est l'armée qui est sortie pour encadrer les manifestations. Allez-y voir. C'est-à-dire, l'armée malgache est sortie pour encadrer les manifestants. Hein? Vous comprenez? Allez-y vérifier. L'armée malgache est en train d'entretenir, hein, regardez l'armée malgache. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 lignes. Les manifestants sont au milieu. Et donc, qu'est-ce que le président a fait?
il a renvoyé tout le gouvernement. Il dit que même les chefs de département là, j'ai vu de documents officiels là-bas, hein, même les chefs du gouvernement, comment on appelle ça, les chefs de département, dis-moi ça, les chefs de département, ils ont tout renvoyé. C'est-à-dire les directeurs nationaux, les inspecteurs nationaux. Il avait cité, hein, il dit tous les départements, du ministre au dernier de chaque département, il ne veut plus les voir. Il dit qu'il a entendu le peuple. Il a entendu. Et lui, il est démocratiquement élu. Il a été choisi par son peuple. Et c'est le peuple-là qui lui demande de démissionner ou bien il fait partie du gouvernement. Il a pris le choix de faire partie du gouvernement. Mais c'est lui qui n'est pas élu là. Et ça, c'est dû à quoi? Aux coupures de courant, aux coupures d'eau. C'est-à-dire, les mangas n'ont plus de courant, ils n'ont plus d'eau. Hein? Et il manque tout. Donc, ils sont sortis par rapport à ça. Mais regardez notre pays, regardez ce pays-là. Voilà un jeune homme de 42 ans aujourd'hui, hein, qui est marié à une gendarme de l'autre côté-là. Et aujourd'hui, vous et moi, personne ne sait entre les deux qui gère l'autre. Mais si nous regardons la façon dont la Guinée fonctionne aujourd'hui là, je me dis que c'est sa femme qui le gère. Moi, quand je fais le tour de la Guinée, je regarde les départements, je regarde même dans tous les camps, je regarde partout, je prends au niveau des minots, au niveau du port, au niveau de toutes les recettes. Je me dis que oui, c'est sa femme qui le gère. Iban de Maninka, c'est sa femme qui le gère. Donnez-moi un poste clé dans ce pays-là où il n'y a pas un conseil nommé par sa femme. Montrez-moi un poste juteux aujourd'hui où l'argent suinte, où il n'y a pas un membre de la famille de sa femme. Ati, Aya Irana. En tout cas, le niveau le plus important. Et d'ailleurs, tellement qu'il est fort, hein, tellement qu'il est fort, c'est elle-même qui s'est donné le contrat d'achat d'équipement des forces spéciales. C'est elle qui gère ça. Si vous voyez une munition dans la main des forces spéciales, c'est que c'est acheté par sa femme. Bon, vraiment, ça, à Moussole Kassa. Donc, elle a un contrôle total sur ce qu'on appelle l'armée guinéenne. Et de les forces spéciales, parce qu'ils ne font pas partie de l'armée guinéenne. Oui, Fladi. Sabana, chers compatriotes, je vais commencer à lire ces deux plumes-là, parce qu'il y a beaucoup quand la vidéo là, je suis d'accord avec eux. Non, je vais commencer par ce que je vous ai montré hier là. Vous avez vu les wagons. Ils ont écrit Baladou. Baladou, c'est Amara. Ils ont écrit Koma. Koma, c'est Babadi Doumbouya dans Kankan. Ils ont écrit Kefila. Kefila, c'est Djiba Kité. Voilà, vous savez, c'est les 3 premières personnes du CNRD aujourd'hui. Même si c'est Doumbouya qui gère aujourd'hui Amara en personne, mais Djiba Kité contrôle Mamadi Doumbouya. Mais tous les 3 là sont contrôlés par l'épouse de Mamadi Doumbouya. Mais il y a un qui a fait une plume là. Ole quoi? Aïda nya esen ninka ben fo kunu ni wole ni wote. Aïda nya esen. Aïda nya esen. Alors nyoka. Voilà. Ando au cran, on parle rapidement. Voilà. Non. C'est ça là, ça c'est hier. Eh. Ça c'est hier. Ça c'est, vous avez vu, Koma, Safina, Baladou. Il y a beaucoup de, en bas là-bas, hein, ça continue, ils ont même c'est le gars là, comment le ministre là, bon, je vais lire ça rapidement. Antalaya là. Je vous promets que notre vidéo table la 22 minutes, 25 minutes, table de 25 minutes là. Voilà. La bassesse. Vous connaissez la bassesse? Abdelman Keïta nous dit ça. Il dit qu'il se sent perdu. Et c'est ça, il se sent perdu. Et voilà ce qu'il nous dit. Il dit que la bassesse engendre l'amateurisme. La bassesse, oui, parce que c'est le mot même, c'est l'équivalent même du comportement lankamei. Écrire les noms des villages des gens sur le bien public. Les projets qui n'ont pas monté, les projets qui n'ont jamais été montés. Vous avez vu Jeune Afrique, ils ont payé combien Jeune Afrique? Ils ont payé combien Jeune Afrique? Pour simplement dire que
Djambi, la ministre de l'Environnement, connaît le dossier Simandou plus que tout le monde. Elle-même qui n'était pas en Guinée lorsqu'on écrivait Simandou. Elle-même qui n'était pas aux affaires dans ce pays-là, qui n'était même pas sous-préfet. Hein? Et comment est-ce que celle-là connaît Simandou plus que tout le monde? Hein? Agnotoui. Bon, excusez-moi, YouTube a coupé. Voilà, parce que j'ai dit un mot là, ils ont coupé. Bon, on va rester sur Facebook. Je m'en vais. La bassesse engendre l'amateurisme. L'amateurisme, quand il nous tient, à bien des égards, les actions du CNRD et de son gouvernement démontrent un certain nombre de choses. Parfois, ils donnent l'impression de narguer leur entourage, ouais. Sinon, d'esnober le bas peuple. Si vous analysez certains aspects de leur comportement, cela vous rappelle étrangement ce petit moment d'enfance où vous aviez des rêves. Wallahi. Vous vous imaginez prince ou princesse dans une autre vie, ou riches hommes d'affaires qui font et défendent d'immenses projets de leur guise, etc. Ça c'est comme ça s'est passé dans nos têtes. Sauf que dans le cas précis du CNRD, c'est exactement cette configuration qui représente le mieux leur tableau. Wallahi. Je ne parlerai pas de Simandou en termes de contrat, parce qu'à ce niveau, les observateurs les plus avertis ont déjà expliqué, de la manière la plus élémentaire possible, que le projet Simandou 2040 version CNRD est un contrat léonin. Vous comprenez? Mais c'est un autre sujet relatif à Simandou qui m'interpelle. Il s'agit de cette locomotive réceptionnée par Mamadi Doumbouya et sa troupe. Ouais. Ouais, YouTube, c'est eux qui ont coupé. Parce que j'ai parlé de bassesse, là, ils ont coupé, frère. Excusez-moi, j'ai parlé de bassesse, ils ont coupé. On va laisser YouTube là. Et ils sont trop mesquins. Voilà. Alors, pour que les choses soient claires, Simandou était un méga projet à l'échelle nationale et internationale, dans sa forme actuelle, selon le CNRD. Et si jamais c'est le cas, j'en serais profondément honoré et heureux qu'il en soit ainsi. En tout cas. Cependant, je suis au regret de constater l'amateurisme couplé d'un narcissisme parfaitement marqué par le mégalomanie des membres du CNRD, à travers les images qu'ils ont eu eux-mêmes prises et publiées. Wallahi. Nos chers messieurs, après avoir floqué les locomotives avec leurs petits noms et les noms de leurs villages, ont fièrement posé en affichant un large sourire, comme s'ils venaient d'accomplir un rêve d'enfance. Wallahi. Lorsque vous voyez cela, sans être un expert dans le domaine minier, vous pouvez simplement tirer la conclusion quant à la nature du sérieux qui encadre ce projet. Wallahi. Déjà que les images de cette machine ne rassurent pas, en plus, celle-ci est personnalisée par des noms qui n'ont rien à voir avec le projet lui-même. Sinon, tu as déjà présidé, tu es déjà président de la nation. Ce n'est pas suffisant. C'est pour cette raison que je ne serai pas surpris le jour où ces gens-là nous soumettront un changement de tromponyme de notre pays. En lieu et place de la République de Guinée, écoutez très bien, parce que oui, même moi je ne serai pas surpris. Il dit que sinon, tu es déjà présent dans la transition. Ce n'est pas suffisant. Il dit c'est pour cette raison que je ne serai pas surpris le jour où ces gens-là nous soumettront un changement de toponyme, c'est-à-dire le nom de la Guinée, quoi. Ouais, ils sont capables de changer le nom de ce pays-là. Wallahi billahi, ils sont capables de changer. En lieu et place de la République de Guinée, il se pourrait que nous soyons au royaume de Mamadiland après les élections présidentielles du 28 décembre prochain. Wallahi. Ce qui me fait rire, c'est la fierté qu'on lit sur leurs visages. Non pas par fierté d'accomplir une mission pour laquelle ils sont payés, mais une fierté individuelle vis-à-vis de leurs proches et parents du village. Wallahi. Allez-y voir dans les villages là-bas. Là. On dit non, ils ont dansé, ils ont chanté dans tous les villages. Ils ont chanté, ils ont dansé.
La Guinée machine Beka. C'est-à-dire, ils font genre, nous avons une réussite sociale largement au-dessus de tout dans toute l'histoire. Franchement, en dehors de toute question politique et opposition à la confiscation du pouvoir par le CNRD, cette image ne nous valorise pas, mais absolument pas du tout. Effacez ça, s'il vous plaît. En procédant ainsi, quel est le message que vous envoyez aux futurs dirigeants de ce pays-là? Si chaque dirigeant et ses proches collaborateurs devaient s'arroger le mérite individuel de donner leur nom et prénom ou leur surnom et leurs cousins aux infrastructures et projets d'État, combien de baptêmes devrions-nous organiser à chaque fois qu'un nouveau régime arrive au pouvoir? Alagné, effacer ce truc. Il demande pardon d'effacer ça. Je vais conclure ça. Et c'est ce qui va se passer. Le jour Doumbouya, parce que Doumbouya a ordonné au gouvernement d'appliquer, il a ordonné au gouvernement d'installer les institutions issues du référendum. Il a ordonné depuis hier là. Il a demandé à Baouri d'installer tout. Vous allez voir, l'Assemblée nationale sera bientôt le CNT sera l'Assemblée nationale. Voilà, ils vont trouver les sénateurs au Beketo de Trefla dans les 10 jours, vous allez voir. Je vais terminer par ça, tout en disant merci à notre tonton Thibault aussi, Thibault Camara. Excellence, monsieur Thibault. Voilà ce qu'il nous dit. Ah, monsieur Thibault. Attendez. Monsieur Thibault. Bon, pour Thibault, là, je m'en vais rapidement. Hein. Je vais m'adresser à ces deux petits forestiers, au fond de mon cœur. Je vais m'adresser à deux petits forestiers, c'est-à-dire le leader Diabati Doré et Ablaye Kourouma. Vous savez très bien dans ce pays que vous n'avez pas de base électorale. Je me rappelle, toi, Abaka Kourouma, tu l'avais dit la dernière fois, que si tu étais populaire comme Selou, que tu avais des militants comme Selou, que ça allait chauffer dans ce pays-là. C'est toi qui l'as dit et pas moi. Je t'ai vu aujourd'hui que tu te félicites de la fixation de la date d'élection et que tu vas participer, toi Ablaye Kourouma. Diabati Doré aussi avait la dernière fois là, que oui, que l'élection est là, qu'elle se fera avec eux. Mais vous savez que c'est pour, encore une fois, saouler la forêt. Vous n'avez pas même un bureau à Massanta, même qui est proche de vous. Vous n'avez pas de bureau même à Lola. Vous n'avez pas de bureau à peine même vous avez un bureau à Zérékoré. Vous n'avez pas de bureau à Kankan. Toute la moyenne Guinée, toute la basse-côte. Si vous n'arrêtez pas là, nous allons... tous les Konyankés sont témoins. Que personne ne vienne me dire ici là. Non, n'attaque pas Ablaye Kourouma et Diabati Doré. Dans les 2 jours là, je vais commencer à mettre un truc dans les têtes de ces deux petits là. Parce que ça, ce sera après. Regardez-moi des vauriens comme ça là. Hein? Quand vous regardez votre forêt là. Hein? Regardez ce pays là, regardez cette forêt là. Chez vous-même. Mais bon, je laisse ça. Voilà ce que tonton Tib nous dit. Il nous dit, tonton Tib nous dit, il dit anecdote électorale ou l'art de truquer avec tact. Jeune journaliste, il m'est arrivé d'arpenter les couloirs du pouvoir et de me retrouver face aux décideurs dans ces moments privilégiés que sont les joutes électorales. Un théâtre d'ombre et de lumière dont le pays reste aujourd'hui encore la scène. Je me souviens du défunt Moussa Solano, qui fut ministre de l'administration du territoire. Durant les premières années de notre apprentissage de la démocratie, oui, Moussa Solano, cette époque succédait à la suprématie du parti-État, caractérisée par la pensée unique, la soumission à l'ordre établi et une obéissance servile aux dirigeants. Homme plein d'humour, Moussa Solano appréciait la compagnie des journalistes que nous étions témoins de ce temps de transition.
dans l'intimité de son bureau, il nous confia un jour les défis liés à la conduite d'un processus électoral dans un pays où le vote, longtemps simple, formalité aux résultats toujours connus d'avance, devait désormais s'adapter au pluralisme démocratique. Il nous raconta qu'un préfet était venu lui présenter ses résultats, fier d'avoir accompli un exploit légendaire. Le ministre gêné lui fit doucement des remontrances. Tu n'as pas besoin d'exposer ainsi. Ton zèle nuit à notre cause. Mais, monsieur le ministre, j'ai accompli ma mission et j'ai tenu à vous rendre compte moi-même. Non, ton attitude dessert notre cause. Ne l'aurait fait plus. Coupa le ministre, visiblement contrarié, parce que eux, les journalistes étaient là-bas. Une autre fois, Moussa Sorano contacta un préfet dont la circonscription affichait un taux de participation supérieur à 100%. Écoutez très bien. Une autre fois, Moussa Sorano contacta un préfet dont la circonscription affichait un taux de participation supérieur à 100%. Il lui demanda simplement de revoir les chiffres à la baisse. Oh, monsieur le ministre, je ne suis pour rien. Ce sont les résultats sortis des urnes. Se défendit l'administrateur. Le ministre dit, comment est-ce possible? S'indignant Moussa Sorano, avant d'ordonner que les chiffres soient corrigés pour retrouver une vraisemblance minimale. Au final, comme l'opposition n'avait remporté aucune circonscription, le ministre jugea la situation ni plausible ni digeste. Il prit alors l'initiative d'appeler un préfet d'une région réputée favorable à l'opposition pour lui suggérer d'y annuler la victoire du pouvoir en place. Et Allah, afin, disait-il, d'améliorer la perception et la crédibilité globale du scrutin. La réponse du préfet fut sans appel. Monsieur le ministre, pourquoi je devrais être dans ma circonscription et non ailleurs que l'opposition doit gagner? Voulez-vous que je perde mon poste? On m'accusera de rouler pour les opposants. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, demandez à un autre préfet de proclamer chez lui des résultats contraires à nos intérêts. Et je ne peux porter un tel fardeau. Le ministre dut finalement user de toute son autorité et d'une grande diplomatie pour convaincre ses collaborateurs réticents de suivre ses instructions, non sans lui avoir au préalable garanti une immunité totale. Ce soir-là, après toutes ces péripéties, le ministre et nous, ses visiteurs, compriment, c'est au passé simple, compriment une chose, le chemin de la démocratie serait long, difficile et semé d'embûches. Des élections transparentes et équitables relèveraient longtemps davantage d'une profession de foi que d'une pratique ancrée, d'un engagement citoyen et républicain assumé. La reconversion des mentalités demeure la plus grande épreuve pour ce pays. Wallahi. Les hommes aspirent au changement, mais persistent dans les mauvaises habitudes, souvent chroniques. Ainsi, le projet de renouveau se soit sans cesse balayé par le poids de l'héritage. En attendant qu'un vent nouveau souffle, peut-être un jour la conscience de tous. Excusez-moi. Non, j'ai sauté, voilà. Ainsi, le projet de renouveau se voit sans cesse balayé par le poids de l'héritage. En attendant qu'un vent nouveau souffle, peut-être un jour, sur la conscience de tous. Monsieur Thibou Camara. Voilà. Si je me permets de résumer ça, c'est que dans ce pays-là, personne ne veut qu'on lui demande de diminuer de changer
Tout le monde veut se battre pour conserver son pouvoir. Et pour conserver son pouvoir là, on est prêt à mentir. On est prêt à faire tout pour ce pays-là. Pas pour ce pays, c'est-à-dire non, pas pour le président en question. Et aujourd'hui, quand j'entends des petites personnes nous dire qu'ils vont aller aux élections, Monsieur Ba Ousmane, vous avez vu, moi j'ai vu votre réplique lorsque les gens ont dit que vous allez vous présenter. Hein? Ah, ok, merci, ok. Merci beaucoup, frère. Merci, ouais. C'est Tibou, c'est pas Toubou. Oui, c'est une erreur. Merci, voilà. Merci beaucoup, frère. Donc, on se reprend après. Voilà, je veux pas que la vidéo soit longue. Nous allons revenir sur ça, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, portez-vous très bien, on se reprend après. Voilà. À vous les 1 milliard, à vous les 1 milliard. 1 milliard.